Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr. Et la news du jour, pour moi, c'est la reconnaissance faciale qui arrive dans le métro parisien. Ouais, ça y est. Évidemment, on s'y attendait, mais c'est une réalité désormais. Déconfinement, la RATP teste la reconnaissance faciale pour détecter les passagers sans masque. Faut savoir qu'en Chine, la reconnaissance faciale est généralisée. La population est surveillée de très très près. Il y a des caméras partout équipées de reconnaissance faciale. Eh bien, ça débarque en France. Test de 3 mois dans le métro parisien. Ce n'est que le début. L'entreprise Datacalab expérimente son logiciel de détection de visage dans le métro parisien. Le but, aider au contrôle des passagers sans masque. Pour l'instant. On n'est pas sûr que cet usage soit exclusif ces prochaines années. Peut-être que ces prochains mois ou ces prochaines années, on pourrait trouver d'autres applications à l'usage de la reconnaissance faciale dans les lieux publics et notamment dans le métro. Comment savoir qui porte bien son masque dans les transports en commun? La société française Datacalab, spécialiste des technologies de reconnaissance faciale, lance un test grandeur nature pendant 3 mois. Oui, tu as bien entendu, 3 mois. C'est très long pour un test. Son logiciel de reconnaissance faciale va être expérimenté dans la station de métro Châtelet-Les Halles, une station où je me rends presque tous les jours, au cœur de Paris, empruntée habituellement par environ 33 millions de passagers par an. Si tu n'as jamais pris le métro parisien, sache que Châtelet, c'est la plus grande station de métro avec énormément de couloirs. On doit beaucoup marcher dans cette station de métro, il y a beaucoup de passages. C'est le hub, le centre névralgique de Paris et du métro parisien. Détecter les passagers masqués ayant accès aux images des caméras de surveillance de la RATP, l'outil analysera les visages des passagers à la fois, accroche-toi bien, dans les couloirs et les rames de métro pour déterminer la proportion de ceux qui portent un masque. Les moniteurs afficheront les résultats sous forme de tableau de bord. Fin avril, un test similaire d'ailleurs qui avait fait beaucoup de bruit, un buzz très négatif, a été lancé par la même société à Cannes, mais cette fois à l'échelle d'un seul et unique bus, comme le rappelle le compte Twitter de l'agglomération de la région PACA. L'objectif d'un tel dispositif est d'aider à faire respecter les nouvelles mesures dans les transports en commun, port du masque obligatoire, je le rappelle, distanciation sociale, au moins 1 mètre, et nombre de voyageurs. Le logiciel de Datacalab permet de compléter les contrôles humains exécutés par les agents dans les gares en les systématisant. Des inquiétudes pour les libertés, évidemment, les libertés individuelles, les libertés numériques. Mais cette systématisation est à double tranchant. Les technologies de reconnaissance faciale soulèvent des questions éthiques. C'est pourquoi, sur ce projet, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a exprimé son inquiétude. D'après le gendarme des libertés numériques, il y a risque que l'identité des personnes analysées par reconnaissance faciale puisse être reconstituée. La collecte de données personnelles définies comme sensibles par le RGPD est également problématique. Alors je vais te donner quand même la réponse du directeur général de Datacalab qui a été interrogé par Bloomberg. Je cite, ouvrez les guillemets, « Nous ne recueillons pas de données. Nous ne les stockons pas. » Et ça, c'est quand même une information très importante. Avant d'ajouter qu'il y avait un délai de 15 minutes entre le moment où les données sont recueillies et le moment où elles sont envoyées aux autorités. C'est aussi un contrôle non coercitif. Heureusement. De son côté, la RATP a déclaré qu'elle avait informé la CNIL de ses plans et qu'elle respectera strictement le RGPD. Le logiciel sera déployé pour mesurer le nombre de personnes qui suivent les règles et non pour infliger des amendes aux personnes qui ne portent pas de masque, a déclaré un porte-parole de l'entreprise de transport, donc c'est pas non plus du flicage. Si l'expérimentation parisienne est inédite par son échelle, la ville n'est pas un terrain inconnu pour les technologies de reconnaissance faciale. Elles ont déjà fait l'objet de nombreux tests en ville, notamment à Nice, lors de la dernière édition du Carnaval. Qu'est-ce que t'en penses de la reconnaissance faciale qui débarque en France de manière généralisée dans le métro parisien pendant 3 mois à la station Châtelet-Les Halles? Est-ce que pour toi c'est une très bonne nouvelle qu'on lutte contre le coronavirus et le Covid-19 comme ça, de cette façon-là, pour éviter la propagation de la pandémie? Ou alors est-ce que tu penses que c'est
très dangereux précédent pour nos libertés individuelles. Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse d'avoir ton avis aussi. D'ailleurs, en parlant de reconnaissance faciale, il y a de nombreux citoyens, pas seulement en France mais aussi dans toute l'Europe et aux États-Unis, qui s'élèvent contre l'usage de la reconnaissance faciale dans les espaces publics, notamment aux États-Unis dans l'État de l'Illinois. Clearview AI promet de ne pas vendre sa technologie aux entreprises commerciales, sa technologie de reconnaissance faciale, et uniquement de la vendre aux forces de l'ordre. Face à une action en justice lancée dans l'Illinois. Alors, l'Illinois, c'est un État plutôt démocrate, plutôt à gauche. Traditionnellement, c'est l'État où se situe la ville de Chicago, la ville de Barack Obama. La start-up controversée Clearview AI, éditrice d'une solution de reconnaissance faciale, promet de mettre fin aux contrats passés avec des organismes privés qui ne sont pas chargés de l'application de la loi. La start-up américaine Clearview AI, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, spécialisée dans la reconnaissance faciale parce que son logiciel est apparemment très efficace, promet de mettre fin aux contrats passés avec des entreprises et d'annuler les abonnements de toute personne non chargée de l'application de la loi. Cette promesse a été formulée dans un dossier déposé devant un tribunal fédéral de l'Illinois le 6 mai 2020. En février 2020, un groupe de citoyens de l'Illinois lance une action en justice arguant que la jeune pousse a violé la loi de l'État sur l'utilisation des données biométriques à des fins commerciales. Les requérants souhaitent obtenir une injonction temporaire pour empêcher l'entreprise de se servir des informations des personnes résidant dans l'Illinois pour alimenter ses algorithmes. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans les commentaires sous cette vidéo YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Télétravail, la perte de productivité moyenne est de seulement 1%. Un rapport du cabinet international Valoir révèle que le passage brutal au télétravail suite au Covid-19 n'a eu pour effet qu'une réduction de 1% de la productivité au travail. Et plus de 40% des travailleurs préféreraient travailler à distance à temps plein à l'avenir. Donc ça a donné beaucoup d'idées aux employés, aux employeurs et aux différentes entreprises. Alors, autres stats qui m'ont paru très importantes, c'est les technologies, les causes des distractions. Les technologies qui causent des distractions, ou toute source d'ailleurs de distraction, pas seulement les technologies. Selon Valoir, les réseaux sociaux sont en tête de liste des distractions. Donc les réseaux sociaux arrivent à la première place avec 32%. 32% des personnes ont déclaré être distraites par les réseaux sociaux. Les enfants constituent aussi une distraction importante, c'est la distraction numéro 2 avec 24%. Les autres adultes, 18%. Et les médias traditionnels, 10%. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude dans mon émission, on va parler des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Facebook, Google, Samsung et Qualcomm s'unissent pour une 5G ouverte. De grands noms de la tech, principalement américains, s'unissent au sein de l'Open RAN Policy Coalition, donc c'est l'Open RAN Policy Coalition, qui est une alliance pour développer des solutions de téléphonie mobile interopérables et un nouveau pied de nez à Huawei, évidemment, puisque Huawei ne fait pas partie du projet. 31 entreprises tech viennent de rejoindre officiellement l'Open RAN Policy Coalition ce 5 mai. Cette union milite pour défendre l'adoption de solutions ouvertes et interopérables dans le réseau d'accès radio pour toutes les technologies, notamment la 5G. La majeure partie des membres sont américains, bien sûr. On trouve les GAFAM en tête, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, dont je parle tout le temps dans cette émission, des champions des processeurs, Intel, Qualcomm, ou des serveurs, IBM, Cisco. On remarquera également la présence de gros opérateurs de télécommunications, Verizon, AT&T, Vodafone, NTT et Telefonica. Au sein de cette nouvelle alliance, cette nouvelle coalition, aucun acteur européen et aucun acteur chinois. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, a définitivement quitté l'entreprise. Il ne reste désormais plus aucun membre historique à la tête de Google. Le May 2020 Core Update de Google semble avoir durement frappé certains sites. Google a mis en place la semaine dernière une mise à jour du cœur de son algorithme qui semble avoir touché parfois durement un certain nombre de sites.
C'est sur le site Abondance, spécialisé dans le SEO, le référencement naturel. Je t'invite d'ailleurs à lire cet article très intéressant d'Olivier Andrieux. Apple voudrait produire 20% de ses iPhones en Inde. D'après une nouvelle rumeur, Apple discuterait avec les autorités indiennes pour produire 20% de ses iPhones dans le pays. Récemment, une autre source avait indiqué qu'Apple veut produire 38% de ses AirPods au Vietnam. D'ailleurs, un potentiel MacBook Pro 14 pouces en 2021 chez Apple, c'est une rumeur. Beaucoup de rumeurs s'accordent à dire que l'un des prochains MacBook Pro serait un 14 et non un 13 pouces. Il aurait dû arriver cette année, mais Covid oblige, ce plus grand nomade n'arriverait qu'en 2021. Le casque audio Apple AirPods Studio pourrait s'utiliser à l'envers. Selon diverses rumeurs, le casque audio signé Apple pourrait détecter automatiquement sa position sur la tête de l'utilisateur et adapter le flux audio en conséquence. AirPods Studio, le casque d'Apple, détecterait sa position sur votre tête. Commercialisé à $349, le casque d'Apple appartiendrait à la famille des AirPods et sa présentation pourrait avoir lieu très prochainement. Facebook sort de nouvelles fonctionnalités pour aider les TPE, ça veut dire les très petites entreprises, et les PME, les petites et moyennes entreprises. Sur Facebook et Instagram, une série de nouvelles fonctionnalités ont été créées pour soutenir les PME et les TPE. Parmi celles-ci, une nouvelle fonctionnalité carte cadeau ainsi qu'une section de Facebook pour les publications des commerces de proximité. Facebook s'apprête à ajouter à Messenger Rooms à WhatsApp sur PC. Facebook a lancé la plateforme de visioconférence Messenger Rooms le mois dernier. Et en raison de la forte demande du service suite au confinement pour cause de Covid-19 dans le monde entier, ce service sera aussi ajouté à WhatsApp sur PC. AWS, alors AWS ça veut dire Amazon Web Services, c'est une filiale d'Amazon. AWS lance l'outil de recherche interne Kendra. Kendra utilise le machine learning pour aider les organisations à construire de meilleurs moteurs de recherche pour les contenus et documents internes. Amazon Web Services a annoncé lundi Amazon Kendra, un service de recherche d'entreprise basé sur le machine learning. Ce service vise à aider les organisations, notamment les entreprises, à construire un meilleur moteur de recherche pour leurs documents internes sans avoir besoin d'une expertise en apprentissage machine. Microsoft commence à déployer Family Safety, sa tour de contrôle numérique familiale. Alors, c'est quoi ce Family Safety ? Dédié au monitoring de comptes famille, cette application qui s'installe sur iOS et Android permet aux parents de garder un œil sur l'usage que font leurs enfants de leurs smartphones, PC et autres Xbox. Outlook de Microsoft intègre désormais la prédiction de saisie. 2 ans après Gmail, tout de même. 2 ans après Gmail, Outlook va enfin intégrer la prédiction de saisie. Attention, des attaques de phishing ciblent les utilisateurs de Microsoft Teams, mais aussi Google Meet et Zoom. Après les emails de phishing en lien avec le Covid-19, des hackers pourraient également cibler les utilisateurs d'applications de visioconférence. D'après une étude, des noms de domaines suspects ont été créés et pourraient être utilisés pour tromper les utilisateurs de Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. LinkedIn lance de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises. LinkedIn qui fait partie du groupe Microsoft. Le réseau social a mis en place de nouvelles solutions à destination des entreprises. L'objectif, permettre aux professionnels d'avoir de nouveaux outils pour s'adapter à l'évolution de leur organisation. Uber échappe au contre-coup économique du confinement grâce aux livreurs Uber Eats. Si la pandémie a ralenti l'activité d'Uber, ce sont les livraisons de repas qui ont soutenu les revenus du groupe pendant le confinement. Un service pris d'assaut pour fêter le déconfinement. Elon Musk défie le confinement en rouvrant l'usine Tesla. Elon Musk, toujours aussi provocateur et rebelle, a annoncé la réouverture de son usine Tesla basée à Fremont aux États-Unis. Une décision qui va à l'encontre des règles de distanciation sociale énoncées par le comté. Musk a ajouté que si quelqu'un devait être arrêté pour avoir ignoré l'ordre du comté,
Ça ne devrait être que lui et non ses employés. Elon Musk défie les autorités et rouvre les usines Tesla sans autorisation depuis plusieurs semaines. Elon Musk s'illustre sur Twitter comme une figure du mouvement anti-confinement aux États-Unis. Le patron de Tesla n'apprécie pas de voir ses activités à l'arrêt. Il prend ses responsabilités, il a déclaré « Si quelqu'un est arrêté, je demande à ce que ce soit seulement moi ». Elon Musk a donc décidé de passer toute la semaine prochaine à l'usine, au cas où les autorités interviendraient. Ces dernières ont néanmoins fait savoir qu'elles allaient examiner le plan de reprise de Tesla et qu'elles espéraient trouver un accord, ce qui laisse entendre qu'il n'y aura pas de bras de fer entre Elon Musk et le comté d'Alameda. Ces derniers jours, l'homme d'affaires avait menacé même de déménager la production de ses véhicules au Texas si la situation continuait. Pour l'instant, l'usine Tesla de Fremont a donc repris le travail, malgré le confinement californien. Sur Twitter, Elon Musk explique seulement réparer une injustice. Selon lui, donc ça c'est vraiment son point de vue, le comté d'Alameda n'a pas l'autorité nécessaire à cette interdiction et seul l'État de Californie est en droit de trancher sur le sujet. Affaire à suivre évidemment. Je te tiendrai au courant lors de ces prochains épisodes. Autre news tech du jour. Spotify lance Group Sessions, le contrôle de lecture à partager en famille. Alors, c'est quoi exactement Group Sessions ? En rejoignant la session de lecture en cours d'un ami ou d'un parent, vous pouvez passer, ajouter ou retirer des titres de la session haute en cours. De quoi éviter de trop s'entretuer à la maison sur le choix de la musique. Twitter teste un compteur de retweets avec commentaires. Tous les retweets ne sont pas égaux et donc ne se valent pas, selon Twitter. Et il pourrait bientôt y avoir un moyen facile de faire la différence si l'on en croit le test de Twitter actuellement en cours. Les tweets douteux sur le coronavirus sont désormais masqués d'un avertissement. Twitter annonce la mise en place d'une grille d'évaluation des tweets évoquant le coronavirus. En fonction de ce qu'ils affirment, ils pourront éventuellement être étiquetés, masqués ou même retirés de la plateforme. Covid-19, cette IA, cette intelligence artificielle, pourrait prédire si vous allez être testé positif. Des chercheurs ont créé une intelligence artificielle qui identifie les personnes susceptibles d'avoir le Covid-19. En Islande, 40% de la population utilise Rakning C19, l'application de traçage numérique. Le pays a le plus haut taux de pénétration. Malgré cela, les autorités estiment que l'app n'est pas d'une grande utilité. Covid-19 en Islande, l'application de pistage du gouvernement ne porte pas ses fruits. Malgré un déploiement précoce et un taux d'adoption de 38% de l'application de pistage islandaise Rakning 19, celle-ci ne donnerait pas les résultats escomptés. Un responsable du pôle islandais en charge de remonter les chaînes de contamination juge que son utilité est limitée. Cette intelligence artificielle détecte les tumeurs cérébrales en préservant la confidentialité des données. Intel s'est associé à l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis, université très prestigieuse, pour créer des modèles d'intelligence artificielle capables d'identifier les tumeurs cérébrales. Pour ce faire, la société américaine va employer une méthode inédite en matière de machine learning. Les modèles seront entraînés directement dans les établissements de santé, puis remontés pour être agrégés. Le but, garantir la confidentialité des données patients hautement sensibles. Le LG Wing, un nouveau smartphone doté d'un double écran rotatif. LG travaillerait sur un nouveau smartphone équipé d'un double écran bien particulier, ça ressemblerait à ça. Plus de 186 millions de données utilisateurs ont été volées et mises en vente sur le dark web. Les bases de données sont vendues entre 500 seulement et 5000 $ sur le dark web. On y trouve de tout, un site de rencontres, un site d'e-learning, un site e-commerce, etc. Voici la liste des sites qui ont été piratés. Et donc tu peux acheter les données de ces utilisateurs entre 500 et 5000 $. News France, le conseil.
constitutionnel pose des limites aux fichiers contacts Covid. L'institution a validé le suivi des malades et de leurs contacts, mais il restreint notamment l'accès à ces données. Twitter a signé pour inaction face à la haine en ligne devant le tribunal de Paris. 4 associations de lutte contre les discriminations a signé lundi Twitter devant le tribunal judiciaire de Paris, jugeant que le réseau social manquait de manière ancienne et persistante à ses obligations en matière de modération des contenus, selon un document transmis mardi à l'AFP, face à une augmentation de 43% des contenus haineux sur Twitter pendant la période de confinement. Bon, les gens n'avaient rien à faire, à part tweeter. L'UEJF, SOS Racisme et SOS Homophobie a signé en référé contre Twitter pour non-respect de son obligation légale de modération, ont-elles expliqué dans un communiqué. Free Mobile, le forfait à 2 €, propose des appels en illimité durant un mois. Dès à présent, les abonnés au forfait Free Mobile à 2 € par mois peuvent profiter temporairement des appels en illimité. Renault prépare 2 SUV 100% électriques pour épauler la Zoé. Absent du segment des véhicules électriques familiaux, Renault veut rattraper son retard. Pour y parvenir, la marque aux losanges préparerait 2 nouveaux modèles basés sur la plateforme CMF EV. PlayPlay, la start-up française, lève 10 millions d'euros pour son logiciel de création simplifiée de vidéos professionnelles. PlayPlay lève 10 millions d'euros pour recruter de nouvelles personnes et accélérer son expansion en Europe et aux États-Unis. Elle commercialise, sous forme d'abonnement mensuel, un outil de création de vidéos simplifiées via des modèles préconçus. La jeune pousse revendique 300 clients répartis dans 14 pays. RH Ressources Humaines Neocase lève 6 millions d'euros pour étendre ses solutions de gestion aux ETI. Neocase, spécialisé dans les outils de gestion pour les RH, lève 6 millions d'euros auprès d'Entrepreneur Venture avec la participation de Sophie West et de l'investisseur historique Iris Capital. Neocase qui est une start-up, une entreprise française créée en 2001 par Philippe Gaillard, localisée en Île-de-France. Télécom C1 continue de tisser sa toile en Europe avec le rachat de l'opérateur allemand 42 One. C1 donc qui lève 75 millions d'euros pour poursuivre sa stratégie de croissance externe visant à renforcer son poids sur le marché européen. Dans ce cadre, l'opérateur B2B visait notamment l'Allemagne, promesse tenue en ce mois de mai avec le rachat de l'opérateur allemand 42 One qui fournit des solutions à plus de 200 entreprises. Ce dernier va donc devenir une filiale, la filiale allemande de C1 pour exécuter ses opérations outre-Rhin. C1 qui a été créé en 2007 et qui est localisé à Paris, opérateur B2B télécom. Revolut, la banque en ligne. Le compte pour les 7-17 ans débarque en France. Après un départ réussi au Royaume-Uni, la néobanque exporte son compte Revolut Junior dans l'Hexagone. Et enfin, comme d'habitude, on termine par un petit point culture geek. Les gamers pourraient dépenser 159 milliards de dollars cette année. C'est en tout cas ce qu'avance la société Newzoo sur une base de 2,7 milliards de joueurs. 159 milliards de dollars en 2020. Streaming, pour justifier le lancement en demi-teinte, c'est le cas de le dire, je dirais même l'échec, de Quibi, son dirigeant blâme le Covid-19. Un mois après son lancement, le service de streaming de vidéos courtes Quibi n'a pas trouvé son public. Ses premiers résultats sont en deçà des attentes de ses dirigeants qui désignent la pandémie de Covid-19 comme seul responsable de cette contre-performance. Et en plus, le pire c'est que Quibi est disponible en test gratuit, la plateforme est déjà disponible dans certains pays européens, pas seulement en Amérique du Nord et aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni, en France, tu peux tester le service gratuitement, tu peux t'abonner, mais personne n'en a entendu parler. C'est ça qui est très grave, il n'y a eu aucune communication sur le service, donc ça m'étonne pas que le lancement a été un vrai fiasco, il faut le dire. Selon la société d'analyse de trafic Sensor Tower, qui surveille
au jour le jour les téléchargements sur les différents magasins d'applications, celle de Quibi n'aurait jusqu'ici été téléchargée que sur 2,9 millions d'appareils. La plateforme, elle, revendique 3,5 millions de téléchargements et 1,3 million d'utilisateurs actifs. Si elle n'a pas indiqué ses objectifs initiaux, l'entreprise ne peut néanmoins qu'être déçue alors qu'elle a mis en place un essai gratuit de 90 jours. On est très loin de l'avalanche d'utilisateurs que nous attendions au lancement, a concédé Jeffrey Katzenberg. Donc, il y avait de très grosses productions, 5 étoiles, et de gros acteurs aussi, de grandes stars, sur ce nouveau service de streaming sur mobile qui propose des formats courts. Alors c'est vrai que l'explication de Jeffrey Katzenberg est très pertinente, en tout cas elle fait sens, puisque l'explication se situe fermement dans la réalité du confinement, le concept de Quibi reposant sur le visionnage de contenu court en mobilité. Si nous avions su comment la situation évoluerait après le 1er mars, le jour où nous avons dû prendre une décision concernant le maintien du lancement début avril, nous aurions sans aucun doute fait différemment, a indiqué Jeffrey Katzenberg, exprimant ses regrets. En vue de son lancement, Quibi avait levé 1,8 milliard de dollars auprès de différents studios hollywoodiens, ainsi que du géant chinois Alibaba. Les Chinois sont vraiment partout. Alibaba qui a aussi massivement investi dans Quibi. Donc Quibi qui avait levé 1,8 milliard de dollars à son lancement. Et qui n'a pas fonctionné, en tout cas qui ne fonctionne pas pour l'instant. Ça pourrait évidemment changer ces prochains mois. Quibi est tablé sur 7 millions d'utilisateurs et 250 millions de dollars de revenus pour sa première année d'activité. Des projections qui seront évidemment revues à la baisse ces prochains mois. 13 Reasons Why sur Netflix, la saison 4 se profile et vous allez sans doute pleurer. On remet le couvert pour une 4e et dernière saison, malheureusement pour les fans de la série 13 Reasons Why sur Netflix, une série que j'apprécie aussi énormément. Série qui est pour moi devenue culte, notamment auprès de la cible jeune et des adolescents à travers le monde. Il faudra attendre le 5 juin pour pouvoir binge-watcher la 4e et dernière saison de 13 Reasons Why sur Netflix. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ou regardé NUM Rendez-vous. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr si tu apprécies mes vidéos. N'oublie pas de liker, commenter, partager comme d'habitude. Je te souhaite une excellente journée, à bientôt, salut, ciao.